Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. Le 28 avril, c'est jour de vote pour les Canadiens. Ils devront voter aux élections fédérales anticipées afin d'élire les 343 députés de la 45e législature de la Chambre des communes du Canada. Ces députés choisiront leur nouveau Premier ministre après la démission de Justin Trudeau. Et en lice, il y a Mark Carney, l'actuel chef du gouvernement libéral, et son plus proche rival, le conservateur Pierre Poilievre. Une séquence électorale sous tension, la complosphère n'étant jamais très loin des débats. Le Canada, le complotisme à l'heure des élections, c'est l'épisode 87 de Complorama. The man said to be the next Prime Minister of Canada. L'homme dont on dit qu'il sera le prochain Premier ministre du Canada dit les mêmes choses que moi parce que ce sont des choses réelles qui se passent. Mais ils mettent des vidéos de nous côte à côte et disent « Regardez, il tire tous ces arguments d'Alex Jones ». Non, il y a un éveil mondial et une résistance mondiale à cela. On vient d'entendre Alex Jones dans une vidéo sur sa chaîne YouTube qui soutient Pierre Poilievre, le candidat conservateur canadien. C'était en avril 2024 et ce soutien avait provoqué un tollé au Canada. Justin Trudeau avait réclamé une condamnation de la part de Pierre Poilievre qui n'avait à l'époque pas réagi. Rudy, on le surnomme le Trump canadien et ce n'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien parce qu'il a adopté une posture populiste, une rhétorique populiste très très forte, prenant modèle d'ailleurs sur Donald Trump, à base de critiques des élites, défendant la liberté individuelle aussi contre les abus de l'État. Il avait soutenu en 2022 le fameux mouvement des convois des camionneurs, qui était un mouvement anti-mesures sanitaires, où se mêlaient à la fois des anti-vax, des complotistes, une bonne partie de l'extrême droite canadienne aussi. Et puis il a donné des signaux comme ça qui résonnent avec les obsessions de la complosphère, notamment en critiquant le Forum économique mondial de Davos, qui est un peu la bête noire des complotistes. Donc c'est pas étonnant qu'ils reçoivent le soutien d'Alex Jones. Alors le Parti conservateur, dont il est le leader, Pierre Poilievre, c'est le principal parti de droite et d'opposition au niveau fédéral au Canada. C'est pas globalement un parti complotiste, mais c'est un parti qui a des franges et des élus qui ont parfois tenu des propos plus que douteux, notamment lors de la pandémie. Il y en a un en particulier de candidat du Parti conservateur du Canada qui s'appelle Sylvain Goulet, qui a récemment défrayé la chronique. Il est connu pour ses positions anti-avortement et lui, par exemple, croit au Great Reset, qui, selon lui, est un projet d'instauration du communisme au Canada, carrément. Il a fait polémique parce qu'il est apparu dans une émission d'une chaîne YouTube complotiste qui s'appelle Théovox et qui est coutumière de cette rhétorique, des attaques contre les médias mainstream, contre les élites, etc. Autre candidat, Maxime Bernier, c'est le leader du Parti populaire du Canada et ce depuis 2018. Connaissez-vous personnellement Justin Trudeau ? J'ai dîné avec lui quand j'étais au Parlement, quand il était dans l'opposition il y a longtemps, et vous savez, il est imbu de lui-même, mais c'est un type amusant. Oh, il est charmant en personne ? Oh oui, il est charmant, il est drôle, mais en fait, tout tourne autour de lui. Oui. Tout tourne autour de lui. Est-il le fils de Fidel Castro ? Ah, c'est une bonne question, nous devons avoir un test ADN là-dessus. Mais les gens au sein du gouvernement canadien croient-ils qu'il pourrait l'être ? Mais les Canadiens, certains Canadiens le croient assurément, et vous savez, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas juste une folle théorie, ça pourrait être vrai, vous pensez ? Eh bien, pour certains, c'est fou, pour d'autres, ça ne l'est pas, mais c'est une vraie question. Il lui ressemble, certainement. Ah, il lui ressemble, oui. Maxime Bernier, interviewé par Tucker Carlson il y a 2 jours, c'était le 16 avril, et il revient sur une théorie du complot visant l'ex-premier ministre Justin Trudeau. Tristan. Oui, alors d'abord un mot sur Maxime Bernier, qui est ce qu'on pourrait qualifier, c'est un populiste d'extrême droite, disons, qui dirige le parti politique, un parti politique relativement récent et qui est plutôt marginal, mais qui reste significatif, qui a quand même fait 5% aux élections de 2021. Alors son parti se positionne sur une rhétorique populiste assez classique,
problématique dans l'ensemble. Dénonciation des élites, rejet du politiquement correct, hostilité aux médias traditionnels, il y a la pensée unique, bien sûr. Et comme tout bon populisme, il surfe sur des thématiques complotistes porteuses, et notamment au Canada. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il est interviewé d'abord par Tucker Carlson, qui est une figure de la complosphère américaine et qui lui donne une visibilité d'ailleurs dans cette interview absolument exceptionnelle. Je rappelle que Tucker Carlson, c'est environ 16 millions d'abonnés sur X. Et c'est avec ce porte-voix sur cette émission qu'il rebondit sur une vieille théorie complotiste qui circule depuis des années dans la complosphère canadienne et mondiale. C'est marginal, mais significative, en expliquant qu'il faudrait un test ADN pour avoir le cœur net sur le fait que Trudeau serait le fils de Castro. Alors sur cette théorie du complot, c'est une rumeur complotiste qui avait été reprise à son compte par Donald Trump l'année dernière avec cet argument ça pourrait être vrai, tout est possible dans ce monde. Voilà le niveau d'argumentation. On a entendu Maxime Bernier dire si les gens en parlent sur les réseaux sociaux, c'est que ça doit être vrai, d'une certaine manière. Voilà le niveau de preuve dans lequel on est. Ces rumeurs de filiation cachée, ça relève d'un registre assez classique de la mythologie conspirationniste. On a par exemple des rumeurs sur le prince Harry qui ne serait pas le fils du roi Charles, ou l'idée que Hitler serait un descendant des Rothschild. S'agissant de Justin Trudeau, il y a 3 arguments qui reviennent en permanence. C'est l'idée qu'il ressemblerait physiquement à Castro. L'idée qu'il y a une photographie de la mère de Justin Trudeau, Margaret Trudeau, aux côtés de Fidel Castro, en 1976, lors d'une visite officielle de Pierre Trudeau, donc le père de Justin Trudeau, et qui était Premier ministre du Canada à l'époque, et qui rendait visite à Cuba à Fidel Castro. Et puis, lors des funérailles de Pierre Trudeau, en 2000, Castro était venu à Montréal, et il y a une photo où Justin Trudeau et Castro s'enlacent. Et donc ça suffit pour supposer que Justin Trudeau serait le fils caché de Castro. Or, non seulement on n'a pas de preuve de la moindre aventure extra-conjugale entre la mère de Justin Trudeau et Fidel Castro, mais surtout, Justin Trudeau, il est né en 71. Et la première fois que Margaret Trudeau croise le chemin de Fidel Castro, c'est en 76, 5 ans après. Voilà. Et pour revenir à Maxime Bernier, son parti, le Parti populaire du Canada, il a accueilli, Tristan, de nombreuses figures complotistes, surtout durant le Covid. Oui, on a plusieurs candidats de son parti en 2021 qui ont relayé de nombreuses théories complotistes assez loufoques, il faut le dire. On a une personne comme Jennifer Lefrançois, qui est une covido-complotiste qui croit au fameux programme HAARP, H-A-A-R-P, américain, qui modifierait le climat et qui déclencherait des tsunamis et qui activerait des nanoparticules dans les vaccins. On a un autre candidat, Nash Mathieu, qui pense que les vaccins participent à un projet de dépopulation mondiale et que les masques serait une manipulation étatique. Et puis on a aussi Christian Rioux, qui est absolument convaincu que les vaccins sont plus dangereux que le Covid. Alors, reste que Maxime Bernier a également participé lui-même à des événements, des manifestations aux côtés de figures radicales ou identifiées comme conspirationnistes. On pense par exemple à l'influenceur Chris Sky, qui est un militant anti-vax notoire, virulent, ou encore le complotiste QAnon Alexis Cossette, dont on va dire quelques mots tout à l'heure. Et enfin, l'autre candidat pour devenir Premier ministre, c'est Mark Carney, l'actuel Premier ministre, donc depuis le 14 mars, depuis la fin de la décennie Justin Trudeau à la tête du gouvernement. Et Mark Carney, c'est le candidat du Parti libéral, il a été publiquement victime de désinformation. Oui, et puis ça, depuis l'annonce de sa candidature à la direction du Parti libéral le 16 janvier 2025, il est la cible de nombreuses campagnes de désinformation, et notamment en ligne, bien sûr. Et on a vu surgir en ligne des images manipulées, ou généré par IA, qui le montre aux côtés de Ghislaine Maxwell ou de Jeffrey Epstein ou encore de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Et l'idée, évidemment, c'est de le discréditer en l'associant soit à des pédocriminels, soit à des personnalités perçues dans la complosphère comme représentant une élite qui cherche à comploter contre la population. Et surtout, il y a une théorie du complot qui vise indirectement Mark Carney. C'est celle qui présente son épouse, Diana Fox Carney, avec qui il est marié depuis plus de 30 ans, là aussi, avec qui il a 4 filles quand même, et qui explique que cette femme, en fait, est un homme. Une théorie du complot qu'on connaît bien, on est dans le monde de la transvestigation. Et pour certains, elle serait non seulement un homme, mais même en réalité rien de moins que le frère jumeau de Mark Carney. Voilà, on est
dans cet univers-là. Et justement, quel est l'impact de toutes ces théories du complot sur la population canadienne? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, on a une série de sondages publiés en novembre 2023 par l'Institut Léger, qui est un acteur reconnu des sondages d'opinion au Canada et qui nous donne des tendances assez intéressantes, je trouve. D'abord, on apprend que les partisans du Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre et du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier sont plus perméables aux théories complotistes que les autres. Par exemple, 69% des électeurs du Parti de Poilievre pensent que les médias manipulent l'information et 85% pour ceux qui sont proches de Maxime Bernier, contre 37% pour les électeurs libéraux de Marc Carnier. Ces sondages montrent aussi une empreinte notable de certaines théories, disons de façon un peu plus globale, sur la population canadienne, comme par exemple 34% des sondés qui pensent que l'accident de voiture ayant causé la mort de princesse Diana était un assassinat. On a 34% qui imaginent que les scientifiques ont trouvé un remède contre le cancer, mais que le gouvernement et le Big Pharma leur cachent la vérité. Et puis on a 33% des sondés qui sont convaincus que des preuves de contact avec les aliens sont dissimulées au grand public. Et enfin, dernière chose qu'on apprend de cet Institut Léger, c'est que le complotisme est moins virulent, moins fort au Canada qu'il l'est aux États-Unis. On a 79% des sondés canadiens qui croient à au moins une des théories complotistes proposées durant le sondage, contre 84% pour les sondés états-uniens. Comme chez vous, vous aviez eu les Gilets jaunes, on a eu les convois des camionneurs ici, qui ont fédéré toutes sortes de sphères distinctes de personnes qui, autrement, dans d'autres espaces-temps, ne se seraient jamais rencontrées. Il y avait des gens, comme on dit familièrement, monsieur, madame, tout le monde. Il y avait des gens qui étaient simplement tétanisés face à la pandémie, aux restrictions sanitaires et tout ça, qui étaient en perte totale de repères. C'était très anxiogène comme situation. Alors, c'est pas un mouvement monolithique, ça c'est sûr et certain, mais à l'intérieur duquel se sont retrouvés des franges suprémacistes blanches d'extrême droite, qualifions-les de conspirationnistes, des gens qui sont adeptes de toutes sortes d'approches alternatives en santé, de QAnon, un mélange, une bouillie incroyable, toute une macédoine de mouvements qui étaient fédérés par cette volonté de dire haut et fort leur rejet des institutions de l'ordre établi, disons-le comme ça, de façon générique. C'est une influence directe, je crois, à mon humble avis, du Trumpisme et de certaines choses qu'on a vues de l'autre côté de la frontière. Le journaliste Alexis de Lancers que tu as rencontré, Rudy, pendant ton passage au Canada au début du mois. Alexis de Lancers est animateur des Décrypteurs sur Radio-Canada, l'une des rares émissions au Canada qui traite du complotisme. Alors dans cet extrait, il revient sur le convoi des libertés et c'était en février 2022, on s'en souvient bien, Rudy. Oui, il a raison de faire le lien avec le mouvement des Gilets jaunes parce que c'est un mouvement assez similaire, toutes choses égales par ailleurs, qui a commencé avec un déclencheur. Là-bas, ça a été la mise en place d'une obligation vaccinale pour les chauffeurs routiers transfrontaliers, notamment qui font le Canada et les États-Unis en fait, et qui avait été imposée à l'époque par le gouvernement de Justin Trudeau. On avait des convois de camions qui étaient organisés à travers tout le pays pour converger vers la capitale, vers Ottawa, et des milliers de manifestants qui ont occupé le centre-ville, qui ont bloqué les rues pendant plus de 3 semaines, c'était entre le 29 janvier et le 20 février. Donc c'est un mouvement qui a vraiment marqué, qui a eu des tentatives d'imiter ce mouvement, alors en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France aussi, mais ça n'a pas pris. Il y a eu des convois de la liberté qui ont été organisés à Paris, puis à Bruxelles, mais ça n'a pas duré du tout aussi longtemps. Qui était présent dans ces convois de la liberté ? Comme le dit Alexis de Lancers, c'est une macédoine, j'adore ce terme, de mouvements et de mouvances hétérogènes. Alors on avait évidemment, et c'était le fond de ce convoi des libertés, des représentants de la mouvance covido-sceptique au sens large, des anti-vax, des anti-masques. On avait aussi des figures de la complosphère canadienne, j'allais dire plutôt traditionnelle. Et puis on avait aussi des militants d'extrême droite radicale, néofascistes ou sécessionnistes. Alors, pour donner quelques exemples, on avait, pour n'en citer que quelques-uns, donc des militants QAnon très présents durant ces convois et durant ces manifestations, avec leurs pancartes, avec des slogans et des discours sur une cabale sataniste mondiale. On avait aussi des représentants du groupe néofasciste Diagolon, aussi connu sous le nom de Plaid Army, ou des identitaires du mouvement d'extrême droite Canada First. Et dans l'univers covido-sceptique, on avait par exemple
exemple des représentants du groupe No More Lockdown, fondé par Randy Hillier, qui a été un des relais de nombreuses théories complotistes autour du Covid et de la santé. Et tu parlais tout à l'heure de Chris Sky, c'est lui aussi un militant anti-vax, anti-masque, qui a tenté de se lancer en politique et qui a participé à ce mouvement des camions, des convois à la liberté. C'est quelqu'un qui est allé jusqu'à tenir des propos négationnistes, antisémites, racistes, homophobes. Notamment, il fustigeait les faux juifs banquiers sionistes khazars. Il expliquait que les sionistes essayaient de légaliser la pédophilie, que le massacre de Charlie Hebdo, ici en France, en 2015, avait été organisé en fait par les services de renseignement israéliens. Enfin voilà, on était... le point de non-retour de l'antisémitisme a été allègrement franchi. Et puis il y avait dans ce mouvement Romana Didulo qui se fait appeler la reine du Canada. Oui, Romana Didulo, pour les moins fidèles de nos auditeurs, c'est cette quinquagénaire d'origine philippine qui est établie au Canada et qui, depuis le printemps 2021, se présente comme la chef d'État, commandant en chef, chef du gouvernement et reine du Canada. Elle a fondé en 2020 un mouvement qui s'appelle Canada First Party of Canada, et qui dit aussi être en lien, en contact avec une fédération galactique, c'est-à-dire les extraterrestres. Là où ça devient inquiétant, c'est qu'elle a quand même beaucoup de partisans. Elle sillonne tout le pays à bord d'un bus, une sorte de car logotypé à son effigie et à ses couleurs. Et elle édicte des interdits, interdits de la vaccination, interdiction des tests PCR, du port du masque. Et elle a laissé entendre que ceux qui enfreindraient ces instructions seraient mis à mort. Donc là, on rigole plus du tout. La première particularité, c'est la proximité géographique qui fait en sorte que tout ce qui survient au sud de la frontière rapidement déteint chez nous. Dans le Canada anglais, c'est peut-être un peu plus naturel étant donné la langue. Ce qui émane de certaines sphères aux États-Unis a immédiatement ou presque un effet chez nous. Mais ce que je peux se dire objectivement, c'est que sur le plan politique, on a vu certains partis politiques flairer l'opportunité d'attiser certaines colères à des fins partisanes et politiques, colère qui était très, très présente au sein de ce discours sur les faits alternatifs, la post-vérité, la méfiance envers un tas de trucs. Il y avait un terreau là qui était très fertile pour certaines entités politiques au Canada qui ont tenté d'en tirer profit. Cependant, l'élan n'est pas le même ici. La société canadienne n'est pas la société américaine. Je ne crois pas que le conspirationnisme soit aussi présent qu'ailleurs dans la bouche des politiques. Il y a eu donc des allusions au Forum économique mondial, des allusions à certains éléments récurrents dans les discours conspirationnistes, mais jamais de façon pleine et assumée au sein des formations politiques qui ont une chance réelle d'aspirer au pouvoir. Le journaliste Alexis Delancer, animateur de l'émission Les Décrypteurs sur Radio-Canada, qui nous parle de l'influence directe des États-Unis sur le Canada en matière de complotisme. Tristan, elle semble assez importante. Oui, et on pense notamment à des grandes figures de la complotosphère américaine comme... D'abord, Elon Musk, dont certains analystes d'ailleurs craignent des tentatives d'influence, pour ne pas dire ingérence, durant cette séquence électorale canadienne. Et c'est des craintes qui sont plutôt fondées, à mon avis, parce que lorsqu'on voit par exemple que Elon Musk a tout récemment, favorablement, retweeté à ses plus de 200 millions d'abonnés un discours du populiste Pierre Poilievre, le 7 janvier dernier pour être précis, et vidéo qui a généré plus de 50 millions de vues en sa faveur. À quoi s'ajoute l'interview qu'on a entendue en début de podcast, que Tucker Carlson a faite du populiste Maxime Bernier sur la plateforme d'Elon Musk. Et puis il y a aussi la mouvance américaine des QAnon qui s'est également importée des États-Unis au Canada, Rudy. Oui, avec le rôle déterminant, je crois, d'Alexis Cossette-Trudel, auquel on faisait référence aussi tout à l'heure, qui est vraiment l'introducteur en langue française des slogans et des thématiques QAnon. Cossette-Trudel, c'est un vidéaste complotiste québécois qui a créé une chaîne YouTube canadienne francophone qui s'appelle Radio-Québec, avec des dizaines de milliers d'abonnés. Il relayait toutes les théories du complot QAnon, avec d'ailleurs sur la page d'accueil de son site à l'époque, qui renvoyait explicitement aux traductions des messages de QAnon. Il s'en prenait à ce qu'il appelait le nouvel ordre mondial, le Pizzagate, les francs-maçons, la pandémie de Covid-19, etc. Il accusait aussi Justin Trudeau d'être impliqué dans un vaste complot pédophile.
Cossette Trudel, c'est l'ancien président de l'aile jeunesse du Parti québécois, un parti indépendantiste, donc il a un rôle politique, il fait de la politique indéniablement. C'est aussi, il se trouve, le petit-fils de Gérard Langto, l'ancien dirigeant d'un mouvement fasciste canadien qui avait été animé jusqu'à sa mort par le nazi québécois Adrien Arcan, qu'on appelait d'ailleurs le Führer canadien, pour donner une petite idée d'où on est. Et puis il y a aussi des médias canadiens qui ont servi de vitrine à des personnalités complotistes à l'international. Oui, et puis on a le cas assez intéressant de ce média en ligne qui s'appelle Rebel News, qui n'est pas très connu ici, mais qui est connu là-bas, qui a été fondé en 2015 et qui est clairement proche des milieux d'extrême droite complotistes canadiens. Et je vous parle de ce média parce qu'il joue un rôle assez notable, notamment durant la séquence électorale qui nous intéresse aujourd'hui au Canada. Et il se trouve que le 16 avril dernier, lors de la conférence de presse post-débat à Montréal, eh bien Rebel News et d'autres médias de droite plutôt conservatrices ont, selon la presse canadienne, littéralement dominé les sessions de questions-réponses avec les chefs de parti en lice. Alors, Rebel News est un cas intéressant parce qu'il a joué un véritable rôle de pépinière ou d'incubateur, si on veut, de nombreuses figures et de personnalités complotistes canadiennes et internationales. Parmi les contributeurs de Rebel News, on a des figures canadiennes comme Lauren Southern, qui est une militante identitaire, complotiste, proche de Génération Identitaire justement, qui est connue en France. Des figures complotistes américaines comme Laura Loomer, qui est une très proche de Trump et qui est une grande figure complotiste américaine. Sébastien Gorka, qui est un ex-conseiller de Trump, qui est une voix influente de la droite radicale trumpiste. Mais on a aussi des figures britanniques comme Katie Hopkins, qui est une personnalité complotiste anti-musulman, ou le militant violent d'extrême droite Tommy Robinson, fondateur de l'English Defense League. Tout ça pour dire que Rebel News a vraiment joué le rôle de hub, d'accélérateur à l'international de figures d'extrême droite canadiennes et internationales, notamment en faisant des passerelles entre des écosystèmes complotistes canadiens, américains et européens. Et au final, avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a un risque de complotisme électoral ? Je pense qu'il y a une crainte légitime qu'on peut avoir pour le Canada quand on voit ce qui s'est passé tout simplement avec le voisin états-unien. Reste que si le Canada semble moins perméable au complotisme que les États-Unis, c'est les chiffres qu'on a donnés durant ce podcast, eh bien le Canada joue un rôle quand même pivot de plaque tournante à l'international, notamment entre l'univers anglophone et francophone. Merci Tristan Mendès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci. Et merci à Alexis Delancer de Radio-Canada, dont je vous conseille d'écouter l'émission Les Décrypteurs. Sans oublier Justin Pianigiani au son, André Yanos et Pascal Baudot à la vidéo. C'est la fin de ce 87e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.